Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous demander de rejoindre votre place. Bonsoir à tous. Monsieur Jean-Pierre Barnoux. Présent. Monsieur Jacques Drich. Madame Vialatou. Monsieur Trémoureux. Madame Lemonnier. Monsieur Storez. Madame Courtois. Monsieur Châtel. Madame Pelé-Chiffrine. Madame Félicia Boinox sera en retard, elle donne provisoirement pouvoir à Monsieur Barnoux. Monsieur Poujol. Monsieur Fabre. Monsieur Delamusia. Monsieur Le Tarnec. Madame Lerfel. Monsieur Fassanaro est absent excusé et donne pouvoir à Monsieur Trémoureux. Madame Michel. Madame Françoise Trouville, absente excusée, donne pouvoir à Monsieur Storez. Madame Cornu. Madame Glover, absente excusée, donne pouvoir à Madame Lemonnier. Madame Paolucci, absente excusée, donne pouvoir à Madame Losso. Madame Guéroumi. Elle va arrêter. Bah voilà. Madame Guéroumi. Madame Losso. Monsieur Beau. Monsieur Mokhtari. Monsieur Assous. Monsieur Rapti est absent excusé, donne pouvoir à Madame Borduis. Madame Diringer sera en retard et donne provisoirement pouvoir à Madame Grandjean. Monsieur Doublet. Monsieur Pupeau. Madame Grandjean. Madame Borduis. Madame Loaille. Nous allons maintenant procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Je propose Madame Valérie Michel. Qui est d'accord, qui est favorable? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Nous passons maintenant à l'ordre du jour avec l'approbation du procès-verbal de la séance du 10 février et du 19 février 2021. Alors, il y a donc deux votes. Le premier concerne le 10 février. Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. 19 février. Qui est favorable? Qui vote contre? Très bien, je vous remercie. Alors, nous allons procéder à un certain nombre pour les mêmes raisons que celles que j'avais exposées, sur lesquelles je ne reviendrai pas, de retrait de délibérations et de votes consécutifs. Comme les délibérations ont déjà eu lieu, je vous propose que nous allions très rapidement sur ces délibérations qui ne doivent pas, sauf demande expresse, donner lieu à de nouveaux débats. Donc, le point numéro 2 concerne donc le retrait de la délibération numéro 2020-068 et 2020-069 du 17 décembre 2020. Donc, il s'agit d'abord de voter le retrait. Qui est favorable? Unanimité. Il s'agit ensuite d'approuver les dérogations accordées au repos hebdomadaire par le maire dans les commerces de détail pour l'année 2021. Qui est favorable? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 3 concerne le retrait de la délibération numéro 2020-070 du 17 décembre 2020. Donc, qui est favorable? Unanimité, je vous remercie. Et l'approbation de l'acquisition par la ville du terrain nu 17 Sentier de la Haute-Hutte, qui avait fait l'objet d'une délibération précédente. Qui est favorable? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 4 concerne le retrait de la délibération 2020-072 du 17 décembre 2020. Donc, qui est favorable? Unanimité, je vous remercie. Approbation de la convention type de maîtrise d'ouvrage temporaire avec le CIGEF pour l'enfouissement des réseaux électriques, de communication électronique et d'éclairage public. Qui est favorable? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 5. Retrait de la délibération numéro 2020-076 du 17 décembre 2020. Qui est favorable? Unanimité, je vous remercie. Et fixation des conditions de versement de la prime exceptionnelle à l'égard des agents soumis à des sujétions exceptionnelles pendant la période donc correspondant à la première période d'urgence sanitaire. Qui est favorable? Qui s'abstient? Très bien. Est-ce que tout le monde s'abstient? Ou il y a des... Oui? Bon, d'accord. Très bien. Donc, vous avez noté. Je vous remercie. Point numéro 6. Il s'agit de retirer la délibération 2020-071 du 17 décembre 2020. Qui est favorable?
Unanimité, je vous remercie. Et d'approuver le protocole transactionnel d'achèvement du contrat de délégation de service public avec la société Elior. Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Point numéro 7. Il s'agit donc de retirer la délibération numéro 2020-074 du 17 décembre 2020. Qui est favorable? Unanimité, je vous remercie. Et d'autoriser le conseil municipal donc de lancer une procédure pour le compte de la ville auprès du CIG pour la convention des conventions d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée. Qui est favorable? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 8. Cette fois-ci, nous passons à d'autres types de délibérations. Je vais laisser la parole à Madame Anne-Marie Vialatou pour la dénomination du futur groupe scolaire Germaine-Tillon. Bonsoir. Donc, la construction du nouveau groupe scolaire situé rue des Fusillés de Châteaubriand s'achève et la première rentrée scolaire aura lieu au mois de septembre 2021. Ce groupe scolaire sera composé de 16 classes, d'une restauration scolaire, d'accueil périscolaire maternel et élémentaire. Le nom de ce groupe scolaire a été choisi par le biais d'un sondage auprès des enfants des des accueils de loisirs L'Île aux enfants et Jean Moulin et des élèves de l'école Corot. 3 noms étaient proposés: André Malraux, Geneviève de Gaulle-Antoniose et Germaine Tillon. Pour les accueils de loisirs, les portraits de ces 3 personnages historiques ont été présentés à l'oral et sous forme d'affiches par une animatrice. Le 12 juin 2019, 30 enfants du CE2 au CM2 ont voté. À l'école Corot, les élèves ont effectué des recherches avec leurs enseignants. Le 18 juin 2019, 127 élèves des 6 classes élémentaires ont participé au vote. Résultat, le nom de Germaine Tillon a été plébiscité par 65 votes contre 46 pour Geneviève de Gaulle-Antoniose et 44 pour André Malraux. Ont été enregistrés un vote blanc et un vote nul. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le résultat de ce sondage et d'accepter la dénomination groupe scolaire Germaine Tillon. Sans revenir sur la personnalité de Germaine Tillon, chacun la connaît, j'ai eu l'occasion lors d'une cérémonie préparatoire de la première pierre d'en parler, nous aurons l'occasion, je pense, d'en parler à nouveau. Je voudrais saluer le travail qui a été effectué par le service scolaire, parce que ça a été réellement un travail avec les animateurs où les enfants ont été associés. Nous avions évidemment une orientation générale, c'était de souhaiter que l'ensemble des équipements ait un rapport avec la résistance pour se concilier au nom de Jean Moulin. Mais plusieurs noms étaient possibles, et donc, comme l'a expliqué Anne-Marie Vialatou, le nom de Germaine Tillon a été retenu. Il nous reste maintenant à officialiser cette dénomination. S'il n'y a pas d'observation, nous pouvons passer au vote. Qui est favorable? Unanimité. Je vous remercie. Alors, concernant le centre Jean Moulin, qui correspond à cette salle actuelle, mais qui avec des qualités évidemment de confort beaucoup plus grandes, et des qualités aussi d'espace, des qualités d'un équipement qui permettra un usage polyvalent beaucoup plus large. Donc il est demandé de maintenir la dénomination Jean Moulin. Alors pour le mail qui se trouve entre les deux équipements, le nom de Daniel Cordier a été proposé. Là aussi, il y a une cohérence, puisque Daniel Cordier a été donc parachuté et est devenu le secrétaire de... Il était prévu initialement qu'il soit le secrétaire de Georges Bidault, puis finalement il est devenu le secrétaire de Jean Moulin. Et je dirais que ça a été un élément d'évolution de sa personnalité, puisque c'est un jeune homme qui, à la fin des années 30, était un militant de l'Action française, et qui finalement, avec les événements tels qu'ils se sont déroulés pendant la guerre, a évolué et s'est consacré ensuite une vie de galeriste qui lui a particulièrement réussi, qui l'a conduit à construire une grande fortune dans le domaine de l'art.
Et il a abandonné ses fonctions de galeriste en 1964 pour se consacrer à la mémoire de Jean Moulin, ce qu'il a fait jusqu'à sa mort. J'invite ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire à lire le livre qui résume la guerre qu'il a faite, le travail qu'il a fait aux côtés de Jean Moulin, qui s'appelle Alias Caracalla. Et donc ce personnage qui vient de mourir il y a quelques mois mérite, je crois, d'être aux côtés de Jean Moulin pour la dénomination de ce mail. Je rappelle que le nom initial qui avait été donné de Chemin du Savoir a été maintenu. Nous avons un peu hésité, il faut bien le dire, parce qu'après tout, le nom de Daniel Cordier pouvait suffire. C'est l'architecte qui, à partir du moment où il avait reçu la commande de la ville pour faire figurer un certain nombre d'éléments chronologiques de notre histoire, qui vont être présents à la fois sur le mail, sur le mur, et également sur les parties vitrées. Donc, l'architecte a estimé qu'il était intéressant de maintenir cette double dénomination, ce qui nous est apparu souhaitable. Voilà ce que je pouvais dire sur la dénomination de ces deux espaces. Madame Grandjean. Bonsoir. C'est simplement une explication de vote. On s'est interrogé pourquoi garder en fait finalement le nom de l'espace municipal Jean Moulin pour ce nouvel équipement. On crée un petit peu de confusion puisque celui-ci c'est effectivement le même nom, qu'il est déplacé dans la ville, qu'on a la rue Jean Moulin ici. Et donc on s'interroge pourquoi avoir gardé ce nom d'espace municipal dans le transfert. C'est parce qu'on a estimé justement qu'il était un nom mémoriel de la Résistance et qu'on souhaitait le conserver, puisque c'était le nom du centre de loisirs, de l'espace polyvalent. Et à partir de ce moment-là, c'est à partir du nom de Jean Moulin qu'on a choisi les autres. Oui, Madame Grandjean. Enfin, notre remarque n'est pas une remarque sur la question de la valeur et du nom, c'est simplement une question d'organisation géographique avec un nom de rue qui reste le nom de rue Jean Moulin ici, et donc un espace en fait qui est déplacé avec le nom. On pense qu'on aurait pu peut-être trouver, il y a bien d'autres grands noms évidemment, sans retirer pour autant le nom sur l'espace actuel dans lequel nous sommes. Donc c'était simplement pour ça. Merci. Vous avez expliqué votre... Sinon, je ne sais pas ce que vous voterez, mais j'ai entendu ce que vous disiez. Monsieur Pupeau. Oui, du coup, je réagis à chaud, mais l'espace qu'on occupe actuellement, il va s'appeler comment? Alors, il reste à voir l'affectation de ce lieu, et ce n'est pas le moment d'en débattre ce soir, mais ce lieu... Comme on a peu de attendez, conseils si vous voulez bien, municipaux, je faut vous poser une question, donc je vais essayer de vous répondre, si vous m'y autorisez. Donc, ce lieu, si vous voulez, est un lieu qui, à la fois, n'a pas une excellente acoustique, nous coûte très cher en énergie, donc ce n'est pas un lieu que nous avions l'intention de pérenniser. Je dirais que lorsque nous nous sommes questionnés sur les nombreux locaux qui étaient dégradés dans notre ville, énergivores, les deux qui nous sont apparus les plus critiques, c'était à la fois l'école Corot, peut-être c'était le cas le plus tragique, et l'espace Jean Moulin, par son système de chauffage, par la totale absence d'isolation. Donc après, la question de l'affectation du lieu se posera, mais le maintien de cet équipement n'est pas prévu. Mais ce n'est pas le débat de ce soir. Ce soir, il s'agit de la dénomination de deux lieux, trois avec Germaine Tillon. Mais pardon, je ne demande pas si le lieu va être maintenu, je vous demande comment ça va s'appeler. Ça se maintient Jean Moulin jusqu'à sa destruction? Si vous voulez, à partir du moment où le nouveau Jean Moulin sera utilisé, celui-là ne le sera plus. Donc il n'y a pas de confusion possible. Donc en septembre, il est détruit? Si c'est en septembre, vous savez, les choses ne se font pas de cette façon aussi rapide, mais en tous les cas, il sera désaffecté. Répondez-moi que vous ne savez pas, ce sera plus vite. Je vous dis qu'il sera désaffecté. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus clair?
Alors, on procède à 2 votes. On peut procéder au vote pour l'espace municipal Jean Moulin. Qui est favorable? Qui s'abstient? Très bien. Et le mail Daniel Cordier, qui est favorable? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à M. Trémoureux pour l'approbation de l'avenant à la convention de souscription concernant donc l'accord entre la Fondation du patrimoine et la commune de Chenevières et l'association SOS Église Saint-Pierre. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. La Fondation du patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, est reconnue d'utilité publique et le premier organisme national privé indépendant qui vise à promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. La Fondation du patrimoine s'est associée au programme de rénovation de l'église Saint-Pierre de Chenevières, engagé depuis 2011. Elle apporte dans ce cadre une aide financière directe aux travaux que la ville mène sur l'édifice. La Fondation, avec la ville et l'appui de l'association SOS Église Saint-Pierre, a lancé dès 2011 une première campagne de souscription visant à encourager le mécénat populaire et le mécénat d'entreprise pour recueillir des fonds contribuant à la restauration de l'église. Une convention tripartite a été signée en ce sens le 24 février 2011, modifiée par un avenant du 5 mars 2014. Une seconde campagne de souscription a débuté en 2016 dans le cadre de la réalisation d'une deuxième phase de travaux. Une convention tripartite en ce sens a été signée le 11 février 2016 pour la réalisation des travaux urgents dont le montant définitif s'est élevé à 100 896,30 €. Ces travaux portaient sur la révision des vitraux fortement dégradés, la réfection de l'installation électrique, la reprise des pieds de chevron des bas-côtés. La Fondation du patrimoine a recueilli dans le cadre de la souscription en cours plus de 50 000 €. Compte tenu des cofinancements obtenus, 33 963 € vont être versés à la ville pour financer ces travaux. Le reste sera affecté aux travaux complémentaires qui seront effectués en 2021 et qui concernent la restauration du narthex, soit le porche d'entrée de l'église, de l'éclairage de la chapelle des fonts et de l'éclairage de la rampe d'accès PMR, c'est-à-dire personnes à mobilité réduite, le tout estimé à 50 000 €, dont 30 000 pour la restauration du porche d'entrée, côté ouest, et 20 000 pour l'éclairage de la chapelle des fonts et de la rampe PMR. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant à la convention de souscription en date du 11 février 2016 et d'autoriser Monsieur le maire à signer avec la Fondation du patrimoine et l'association SOS Église Saint-Pierre le dit avenant à la convention, ainsi que tous les documents y afférents. Je rajouterai un commentaire, si vous voulez, Monsieur le maire. Étant membre de l'association SOS Saint-Pierre, je ne prendrai pas part au vote. Par contre, je voterai pour mon pouvoir concernant Monsieur Fassanaro. Monsieur Trémoureux. S'il n'y a pas d'observation, je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui ne prend pas part au vote? Je vous remercie. Le point numéro 11, Madame Sophie Lemeunier, le bilan des actions contrat de ville 2020. Merci, Monsieur le maire. Le contrat de ville a été signé à l'échelle de la communauté d'agglomération du Haut-de-Val-de-Marne pour les villes de Chenevières et de Boissy-Saint-Léger le 28 septembre 2015. Il s'articule en 3 piliers définis par la loi, la cohésion sociale, le cadre de vie, le renouvellement urbain, ainsi que le développement économique et l'emploi. C'est dans ce cadre que 30 actions ont été menées à Chenevières en 2020, dont les bilans vous sont détaillés en annexe. Donc la ville de Chenevières a mené 12 actions, 8 actions ont été portées par des associations, 5 actions par le GPSEA, donc l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir, et 3 actions par le Centre communal d'action sociale, le CCAS. Donc la première, c'était les actions portées par la ville, le foot, initiation à la patrie du futsal, lien social et citoyenneté. Il a été financé à hauteur de 8 000 €. La prévention
2020 a été financé à hauteur de 8 900 €. Le CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité 2019-2020, a été financé à hauteur de 2 000 €. Cultivons notre culture à hauteur de 5 900 €. Chantier permis B, 4 200 €. Parents, un travail à plein temps, 2 000 €. Entretien filmé, s'entraîner pour ne plus paniquer, 2 500 €. Les actions portées par le CCAS, accès à la culture favorisé par l'implication citoyenne, 4 500 €. Actions de prévention santé pour les seniors, 1 500 €. Action droit, forum d'information et accès aux droits et permanence, 1 800 €. Portée par GPSEA. Alors, l'action, c'est le générateur d'activité de la future entreprise à but d'emploi de Chenevières-sur-Marne, porté par ITZC, a été financé à hauteur de 5 000 €. L'atelier de quartier d'auto-réhabilitation, atelier de bricolage par les compagnons bâtisseurs, 15 000 €. La journée pour l'emploi, 7 500 €. Rendre l'entrepreneuriat accessible à tous en donnant l'accès au microcrédit, 5 000 €. Lire, dire l'écrit, 2 400 €. Et les actions maintenant portées par les associations, prévention des conduites à risque, soutien à la parentalité pendant l'adolescence, porté par le point écoute Maison de l'adolescent, 4 000 €. L'association des Bordes, maintenant, l'animation du café associatif La Grange des Bordes, 4 000 €. Médiation sociale et culturelle, accès aux droits, lutte contre les violences portées par les femmes relais, 3 000 €. Les nouvelles technologies, prévenir les menaces et dévoiler les opportunités, Foxhand, 3 000 €. Tous ensemble pour notre quartier, Rayon de Soleil, 1 500 €. Formation et accompagnement en direction des associations portées par Festicité, 2 000 €. Atelier de sophrologie, coup de pouce, Collège Boileau, 1 000 €. Journée de la femme, 1 000 €. Et maintenant, les actions portées par la ville et financées dans le cadre du programme Ville, Vie, Vacances. L'Odyssée des jeunes du Bois-l'Abbé, 5 000 €. Séjour à Port-le-Cat. Séjour culturel à Arcachon, à hauteur de 3 000 €. Et maintenant, les actions portées par la ville et financées par le droit commun de la direction départementale de la cohésion sociale, donc les ateliers sociolinguistiques à hauteur de 2 500 €. Et pour finir, les actions prévues dans le cadre de fonds interministériels de prévention de la délinquance, le FIPD, favoriser l'égalité homme-femme et lutter contre les violences conjugales, 7 000 €. Et le parcours citoyen 2020, 3 500 € demandés. Et donc, c'est un dont-acte. Il n'y a pas d'observation particulière. Je voudrais, moi, d'abord, quand même noter que dans cette période difficile de l'année 2020, toutes les subventions étaient maintenues parce que l'ensemble des actions a pu avoir lieu. Et je sais que beaucoup d'élus se sont impliqués. Bien entendu, Sophie Lemeunier qui s'est impliquée, Jacques Drich qui s'était impliqué nombreuses années avant, Brice Châtel avec le territoire zéro chômage, l'entreprise à but d'emploi, enfin, soutien scolaire, et Martine Derfeld au Centre de la Colline, beaucoup d'élus, Félicia Boisnenoc. Donc c'est un travail d'équipe. Alors, lorsqu'on examine le bilan financier global, on mesure bien entendu qu'il y a des soutiens, mais qu'il y a aussi une contribution importante de la ville. Je ne vais peut-être pas citer tout le monde, hein, je prie mais je veux dire que vraiment, ce qu'on appelle la politique de la ville, le contrat de ville, ça va au-delà des subventions, c'est aussi un engagement de l'équipe municipale et des services, bien entendu, que je veux remercier parce que ces services sont très engagés, aussi bien ceux de la Colline que du Prige, au sein des services municipaux et du CCAS, puisqu'il y a un certain nombre d'actions qui
qui lie la politique de la ville à l'action du CCAS. Donc, merci à tous. Alors, nous allons donner acte, nous allons quand même voter, puisque maintenant on vote pour estimer que le débat a bien eu lieu. Donc, qui constate que le débat a eu lieu? Très bien, je vous remercie. Et nous passons maintenant au point numéro 12, qui est le projet 2021. Il est arrivé qu'on se soit surpris que ça arrive un peu tard dans l'année, mais tout ça est lié aux discussions avec les services de l'État, et par conséquent, on ne peut pas le faire plus tôt. Voilà. Donc j'anticipe une éventuelle question sur ce point. Madame Lemonnier. Merci, Monsieur le maire. Alors, c'est dans ce cadre qu'en 2021, la ville de Chennevières a inscrit 33 actions, dont 16 actions portées par les services municipaux, 7 actions portées par le GPSEA, 7 actions portées par des associations et 3 actions portées par le Centre communal d'action sociale, CCAS. Chacune de ces actions vous est détaillée dans les fiches actions en annexe. L'ensemble de ces projets est passé en comité technique et en comité de pilotage en février et en mars dernier, suivant un calendrier fixé par l'État, auquel étaient présents les services de l'État, de l'EPT, Grand Paris Sud-Est Avenir, des villes de Chennevières et Boissy-Saint-Léger, et les principaux partenaires tels que la CAF, le Pôle emploi et le Conseil départemental. Donc, alors, les actions portées par la ville, le foot avec un financement à hauteur de 8 000 €, le contrat local d'accompagnement à la scolarité 2020-2021, le CLAS, 4 000 € accordés, Cultivons notre culture, 7 000 € accordés, Vacances pour tous, alors 7 000 € demandés, fléchés par le dispositif quartier d'été, le chantier permis B, 4 800 € accordés, Parcours citoyen 2021, 5 000 € accordés, Parents un travail à plein temps, 3 000 € accordés, Action Saturne, 1 500 accordés, Prévention routière et conduite à risque, 2 000 €, Clean ta colline, 1 300 €, qui est une action nouvelle, Femmes d'abord, action nouvelle, à hauteur de 1 300, Passe ton CAP couture, idem, une action nouvelle à hauteur de 1 000 €, Ludo en famille, c'est une nouvelle action aussi, à hauteur de 1 000 €. Les actions portées par le CCAS, accès à la culture favorisée par l'implication citoyenne, 4 500, action reconduite. Action de prévention santé pour les seniors, action reconduite, 2 000 €. Accès aux droits, forum d'information et accès aux droits et permanence, 2 000 €, action reconduite. Maintenant, par GPSEA, l'atelier de quartier d'auto-réhabilitation accompagné, donc atelier de bricolage par les compagnons bâtisseurs, 15 000 €. Le générateur d'activité de la future entreprise à but d'emploi de Chennevières-sur-Marne, territoire zéro chômeur, 10 000 €. Donner l'accès à l'entrepreneuriat microcrédit, ADI, donc là c'est une action nouvelle, il n'y a pas eu de financement. Pour une comédie musicale portée par la MAC de Créteil, 5 000 €. Création d'une coopérative éphémère, action nouvelle, il n'y a pas eu de financement. Plateforme d'éco-mobilité inclusive, il n'y a pas eu de financement. Boost My e-commerce, pas de financement. Action portée par les associations. Prévention des conduites à risque. Soutien à la parentalité et à l'adolescence, 4 000 €. Animation du café associatif La Grange des Bordes, portée par les Robins des Bordes, 4 000 €. Permanence de médiation sociale et culturelle, accès aux droits, lutte contre les violences, médiation scolaire par les femmes relais, 5 000 €. Promouvoir les nouvelles technologies et prévenir de leur utilisation problématique chez les jeunes et adolescents, Foxand, 3 000 €. Formation et accompagnement en direction des associations FADA, canavéroise, portée par Festicité, 3 000 €. Piscaille, portée par Festicité, 3 000 €. Soutien à la scolarité et accompagnement à la parentalité, porté par l'association Chaleur et Partage, 2 000 €. Après, séjour culturel à Réchâtel, porté par le service jeunesse Action reconduite, donc 5 000 €. Et l'aventure des jeunes du Bois-l'Abbé, séjour à Saint-Raphaël, 5 000 €.
Action portée par la ville et financée par le droit commun de la mission ville. Les ateliers sociolinguistiques de Chenevière, portés par le centre municipal La Colline, 6 000 € demandés. Voilà. Il vous est demandé d'approuver cette programmation 2020 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents s'y afférents. Merci donc Sophie Dominier pour cette présentation exhaustive. Et là encore, c'est une occasion pour moi pour remercier l'engagement des élus, au-delà même de leur délégation. L'opération Clint à Colline, Annie Pellet-Chiffrine et Richard s'y sont associés, puisque ça concerne leur sujet. Sur le soutien scolaire, moi je voudrais saluer tout ce qui est fait pour le soutien scolaire, avec notre délégué au soutien scolaire, et notamment le travail qui est fait en relation avec la paroisse Jean 23, Chaleur et Partage. La paroisse Jean 23 accueille ce soutien scolaire. Dans cette période particulière, beaucoup d'élèves sont décrocheurs. Donc il faut souligner cela. Je crois qu'il y a eu aussi une volonté de répondre à une demande. Je pense notamment aux femmes qui souhaitent se retrouver pour un certain nombre de projets, d'actions. Je pense aussi à l'entreprise à but d'emploi. On voit bien que dans cette période difficile qui s'annonce, ces actions ne suffiront pas, mais qu'elles contribuent à apporter une réponse aux populations qui sont les plus en difficulté. Au total, le montant donné par l'État peut paraître faible, mais enfin, il est utile, d'autant qu'il est accompagné par des soutiens du territoire. Le montant passe de 98 400 à 103 000 €. Chenevière, même si ça peut paraître faible, est plutôt bien traité par rapport à d'autres villes. Donc, évidemment, on remercie aussi tous les partenaires associatifs, les partenaires institutionnels qui participent à ces projets. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, si Madame Grandjean. Merci. Oui, je me félicite aussi, comme vous, parce que je trouve qu'il y a pas mal de nouvelles actions, des choses un peu différentes et innovantes. Et donc, du coup, effectivement, je pense qu'on voulait le souligner. On voulait le souligner aussi. Notamment passe ton CAP couture. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une vraie cohérence. Et puis... et des nouvelles, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a quand même aussi un projet d'insertion derrière, donc c'est toujours intéressant. Par contre, j'avais quelques questions. Je ne vois plus les... Alors, à moins que j'ai mal lu, mais d'actions de l'association Rayon de Soleil oui. Sur l'accompagnement à la scolarité. Je ne sais pas s'ils ont déposé des demandes ou pas. Et puis j'avais des interrogations. Je vous pose tout... Maintenant, oui, très bien. Oui. Sur les actions portées par l'EPT, enfin par le territoire, GPSEA, il y a un certain nombre d'actions où il n'y a pas de participation de la ville. Donc voilà, ça m'interrogeait, même si c'était une participation faible, peut-être que ça valait le coup sur certains de donner un accent, notamment sur toutes les questions à l'entrepreneuriat, c'est donner l'accès à l'entrepreneuriat, au microcrédit, des choses comme ça. La création d'une coopérative éphémère, enfin, dans la période dans laquelle nous sommes avec la crise sanitaire et les risques, enfin les risques, il n'y a pas de risque, en réalité oui. c'est les problèmes qui sont déjà en place au niveau du travail et de l'insertion. Voilà, je ne sais pas pourquoi la ville ne participe pas sur quelques milliers d'euros. Et justement, sur ces questions-là, je me souviens très bien de la délibération sur l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Voilà, c'est un avis de notre groupe, mais 10 000 €, ça me semble pas forcément très élevé. On les a vus en action aussi sur le terrain, dans la ville. On sait qu'ils recherchent des contacts d'entreprises pour créer des choses. Donc voilà, je m'interrogeais aussi sur... Ouais. En fait, finalement, sur cette partie-là, la participation peut-être que de la du coup, je vais, si vous avez beaucoup d'autres questions, je préfère... Non, c'est la fin. Je finissais simplement, donc, mais comme vous m'avez coupé, je vous laisse la parole. Bon, très bien. Alors, si vous voulez, je terminerai par ce qui donne lieu à des louanges de votre part. Pour commencer par des questions plus sinon critiques, du moins techniques. Concernant les actions en elles-mêmes, le principe est qu'il y a un budget alloué à chaque action. Certaines actions répondent à des compétences du territoire. Elles sont donc portées par le territoire
Et on ne peut pas ensuite rajouter, on peut faire d'autres actions, mais on ne peut pas aller au-delà des montants qui sont prévus initialement. Donc il y a une répartition, vous voyez, c'est une répartition en fonction des compétences. Concernant le montant alloué à territoire zéro chômage, entreprise à but d'emploi, alors 2 observations. La première, c'est que là aussi, c'est un montant qui a été sollicité. Donc on n'attribue pas des montants de façon comme ça, indépendamment des demandes. J'ajoute qu'il faut bien savoir ce que c'est qu'une entreprise à but d'emploi quand même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de concurrencer, bien entendu, le secteur privé. Donc il s'agit de déterminer des secteurs de l'activité économique dans lesquels la concurrence est absente. Les choses pourraient se développer davantage si le législateur était allé un peu plus loin dans la définition des quartiers concernés. Geneviève est très pousse, mais il y a une certaine lenteur, il faut bien le dire, dans les dispositifs. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Je crois que Mme Wasseram voudra dire un mot, Sophie Lemeunier aussi. Je termine sur le dernier point. Je ne pense pas avoir oublié, mais si c'est le cas, vous me le rappellerez. Rayon de soleil, il y a 2 points encore. Il y a le CAP couture et il y a rayon de soleil. Rayon de soleil ne nous a pas nous a pas rendu, malgré les demandes, j'en ai discuté encore avec Adèle Benteja cet après-midi, et qui a réclamé à de nombreuses reprises le bilan. Or, le bilan n'a pas été remis, ce qui rend impossible l'attribution d'une nouvelle subvention. Concernant la question de la couture, en effet, c'est une action importante qui est suivie par un styliste, je crois qu'il s'appelle Mossi Traoré, et c'est ça. Et ce styliste qui est connu, fréquemment on le voit dans les reportages télévisés, à la fois facilite les créations et en même temps a permis à plusieurs femmes de passer un CAP couture, donc de faciliter leur insertion professionnelle. Vous aviez des observations complémentaires l'une et l'autre, je crois. Voilà. Oui, je voulais juste compléter la réponse sur 2 points. Le premier point, en fait, c'est que quand on parle de contrat de ville, on est vraiment dans le cadre d'un contrat qui lie les différents partenaires à l'État. Donc, en fait, toutes les demandes de subvention sont adressées à l'État. Et en l'occurrence, quand vous parlez, par exemple, de l'action sur l'entrepreneuriat microcrédit, en fait, il n'est pas question, il n'est pas demandé à la ville de participer, il est vraiment demandé à l'État de participer. Ça, c'est le premier point. Et le second, c'est que, en l'occurrence, par exemple, pour cette association-là, la déléguée du préfet n'a pas souhaité attribuer de subvention, tout simplement parce que l'association en question rayonne par ailleurs et obtient des financements par ailleurs. Donc, elle a une vision suffisamment transversale, en fait, pour indiquer si oui ou non elle attribue des subventions. Donc ça, c'était sur le point sur l'entrepreneuriat, par exemple, mais c'est le cas sur d'autres actions qui n'ont pas été financées par l'État, eu égard à des arguments qui lui sont propres, et la ville n'a pas et n'est pas habilitée d'ailleurs à se substituer dans le cadre de ce dispositif, puisque nous-mêmes, on a des demandes de subvention canavéroises dans le cadre de nos propres demandes de subvention. Et le second point sur lequel je voulais intervenir, c'est sur l'association des chômeurs de longue durée, pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure. Même si la collectivité ne participe pas directement, aujourd'hui, on est en relation avec cette association pour essayer justement de les aider à monter leur projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des besoins que la collectivité pourrait avoir et que l'association pourrait proposer à des chômeurs longue durée d'assurer pour le compte de l'association et au bénéfice de la commune. Donc voilà, c'est un partenariat qui n'est pas directement dans le cadre du dispositif du contrat de ville, mais qui y contribue de manière indirecte. Oui, d'accord avec l'État et avec le territoire, c'est voir la globalité des montants. Hein, et après, la manière dont se déclinent les actions et dont elles évoluent, en effet, en fonction des demandes, des besoins. Et là encore, les services
sont très méritants parce que toujours réactifs, et ils l'ont été encore plus cette année, notamment je pense aussi aux activités pour les jeunes, avec Festicité, avec les voyages qui ont eu lieu dans une période, dans une fenêtre où c'était possible. Donc tout cela mérite d'être reconnu. Voilà, donc là il s'agit de voter par contre. Donc nous allons passer au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Le point numéro 13 porte sur le report de subventions pour les projets qui avaient été proposés par les associations en 2020, et c'est Madame Vialatou qui le présente. Oui, alors l'ordonnance numéro 2020-391 du 1er avril 2020 du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 a permis de procéder à l'attribution de subventions. Par décision municipale numéro 2020-024 du 11 mai 2020, les subventions aux associations locales ont été attribuées au titre de l'année 2020. Compte tenu du contexte sanitaire difficile qui se poursuit encore aujourd'hui, certaines associations n'ont pu mettre en œuvre les projets envisagés en 2020, tels que des expositions ou animations. Dans ce contexte, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le report des subventions pour projets attribués aux associations en 2020 pour l'année 2021, selon le tableau ci annexé. Les justificatifs d'utilisation des subventions de projet devront être produits en 2022. Madame Borduis. Oui, bonsoir, je vous remercie. Moi, je voudrais juste avoir une précision sur ce report. Est-ce que les sommes reportées sur 2021 viendront en déduction d'éventuelles subventions 2021 ? Si c'est pour le même projet, ils ne pourront pas faire deux fois la demande de subvention. Celle qu'ils ont eue en 2020 leur servira pour l'action de 2021. Si c'est une autre action, il n'y a pas de problème, ça sera une autre subvention. Mais voilà, si c'est le même projet, si c'est la même chose décalée d'un an, il y aura pas de, ça sera la subvention qui a déjà été attribuée. Très bien, je vous remercie. Non, peut-être un éclaircissement financier complémentaire, parce qu'au moment du vote du budget, il avait été indiqué, vous aviez peut-être, à partir des chiffres qui vous étaient communiqués, estimé qu'il y avait une baisse des moyens accordés aux associations. Or, tel n'est pas le cas, car il faut additionner en réalité ce montant avec les montants prévus cette année. Ce que je pense, c'est que les associations auront, pour certaines d'entre elles, devront redémarrer, ce qui ne sera pas affaire toujours simple, et un certain nombre se limiteront pour les projets à ce qui a déjà été proposé, et donc qui est reconduit, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à rembourser le montant, et donc si d'autres associations ou si les mêmes associations ont plusieurs projets, elles pourront bien entendu les présenter, ces projets, ces demandes de subvention en fonctionnement. Espérons, puisqu'on parle des associations, espérons que toutes les associations aient le ressort pour redémarrer après cette crise qui d'ailleurs n'est pas terminée. Voilà. Je vous propose que nous passions... il y a une autre question ? S'il vous plaît. Oui. Oui, effectivement, puisque j'allais rebondir sur le vote du budget, où on avait effectivement une diminution du montant des subventions accordées aux associations qui pouvait correspondre, enfin il se trouve que les montants étaient quasi équivalents à ce report. Et effectivement, ma question portait sur de nouveaux projets. Si des associations arrivent effectivement à s'en sortir et à présenter de nouveaux projets. Voilà, je voulais être certaine qu'on ne viendrait pas leur déduire le montant proposé. Mais il aurait été intéressant, en fait, d'avoir le montant des subventions accordées aux associations pour l'année 2021 à côté de cette délibération. Vous pourrez toujours faire le rapprochement. Et oui, mais ce n'est pas prêt. On le passera en prochain conseil municipal, mais pour l'instant, les demandes sont à l'étude et on ne peut absolument pas
préjuger de la somme finale qu'on pourra accorder. En tous les cas, Mme Borduis a le sens des finances et aussi de l'arithmétique. Et un simple calcul arithmétique, si on additionne ce montant de report et le montant voté, nous sommes au-dessus du montant de l'année précédente. Donc je crois que ça répond de façon arithmétique à votre question. Oui, mais ça, vous pouvez le voir dès maintenant. Bien entendu, les subventions, nous ne les connaîtrons qu'en juin, puisqu'il y a tout un système d'instruction des dossiers et qu'on ne peut pas aujourd'hui préjuger du monde. Mais l'indication budgétaire donne quand même une orientation. Et cette indication budgétaire signifie que, après l'épisode difficile de 2020, le montant alloué aux associations, si tenté qu'elles aient le ressort suffisant, sera supérieur si on additionne les projets reconduits et le montant prévu pour l'année en cours. Voilà. Oui. Madame Grandjean. Excusez-moi, juste... alors, je ne suis peut-être pas aussi douée arithmétiquement, mais moi, il me semble que la baisse qui était annoncée dans le budget 2021 était largement plus importante que le report, parce que si je comprends bien votre délibération, le report concerne donc un certain nombre d'associations qui sont marquées là avec une croix rouge et certaines avec un report partiel. Toutes les autres, c'est réalisé, donc du coup, il n'y a pas de report. Et on n'est pas à 67 000 euros en fait, de report, on est à peu près à une vingtaine de mille d'euros. Et donc du coup, arithmétiquement, ça ne colle pas? Si ça colle, parce que la diminution était très faible. Bon, et que de toute manière, on ne sait le montant réel qu'au moment où les subventions sont votées. En tous les cas, je vous dis qu'aujourd'hui, le sujet principal est la capacité des associations à porter des projets et à être en situation de redémarrer. On souhaite qu'elles puissent redémarrer dans de bonnes conditions, si tant est que la situation sanitaire le permette. Bon, enfin, je crois que la discussion a été assez riche ce soir sur ce point. Donc, je vous propose que nous passions au vote. Excusez-moi, juste c'est pour une explication de vote. Oui. Je ne vais pas vous reposer une question. C'est pas de... notre groupe va s'abstenir. Alors, non pas qu'on est contre le report, mais en fait, on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir voter sur cette délibération, parce qu'on n'a pas l'ensemble du sujet sur les subventions. Et on comprend bien pourquoi, parce que tout a été déposé et que vous êtes en cours d'études, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, il aurait peut-être fallu attendre le mois prochain pour déposer en même temps que le vote des subventions. Donc, c'est pour ça qu'on s'abstient et pas... Je suis désolée, Madame Grandjean. Ce tableau a demandé un travail énorme. Chaque association a été contactée, on lui a écrit en demandant, et elles ont répondu systématiquement, chacune en ce qui la concerne. C'est un travail compliqué et... voilà, donc effectivement, je suis d'accord avec vous. L'addition totale correspond à l'ensemble des projets et non pas uniquement aux projets pour lesquels on demande le report. Mais donc, dans tous les effectivement, cas, ça demande de refaire l'addition. Dans tous les cas, on a entendu votre explication de vote. Ce qui aurait été regrettable pour les associations concernées, c'est qu'on attende, qu'on attende le vote final pour les associations, parce que ça veut dire que si la situation le permet, elles auraient dû attendre éventuellement, elles étaient dans l'incertitude sur leur projet. Donc c'est la raison pour laquelle on vote ce soir, mais je crois que c'est inutile. Oui, mais leurs subventions ont été versées, donc elles ne sont pas dans l'incertitude, en fait. Vous pouvez communiquer, je ne doute pas que vous communiquez à partir du moment, si on n'accorde pas ce report, elles doivent rembourser. Oui, à partir Alors, du moment... ça leur permet de garder cet argent. Voilà, si vous voulez, les choses sont assez simples. On va, si vous voulez, résumer la situation vite, parce qu'on ne peut pas y passer la soirée non plus. Je suis d'accord, on ne va pas y passer la soirée, mais... Il y a une décision du Premier ministre. Madame Vialatou, en fait. Voilà, il y a une décision du Premier ministre d'avril qui prévoit que les associations qui ont bénéficié de subventions projet en 2020 et qui n'ont pas pu le réaliser peuvent le réaliser en 2021 dès lors que l'Assemblée délibère. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Je crois que ça résume les choses. Donc nous pouvons peut-être passer au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? Vous êtes abstenu.
Très bien. Je vous remercie. Le point numéro 14 concerne donc la modification de la délégation de pouvoir accordée au maire en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit en réalité de revenir à la situation telle qu'elle était avant 2020. Et je laisse à Mme Wasseram d'ailleurs le soin de présenter les raisons pour lesquelles il y a eu un changement, mais qui n'a pas été véritablement réfléchi. Ça peut arriver, hein. Tout le monde a droit à l'erreur. Et en l'occurrence, peut-être vous pouvez l'expliquer avec plus de précision. Effectivement, quand on a délibéré sur la délégation accordée par le conseil municipal au maire en début de mandat, il y a eu un loupé en fait à notre niveau, puisqu'on n'est pas reparti de la délégation du précédent mandat et on est reparti de la délégation du Code général des collectivités territoriales. Et on s'est rendu compte, voilà, il y a quelque temps, que cette délégation ne prévoyait pas la signature des avenants au-delà de 5%. Ce qui n'arrive pas souvent, mais le peu de fois où ça arrive, ça peut compliquer la vie des services, puisque ça nécessite de réunir le conseil municipal. Donc on revient effectivement, comme le disait monsieur le maire, au système qui prévalait sous l'ancien mandat. C'est également conforme au régime, au Code général des collectivités. Oui, c'est prévu par le CGCT, effectivement. Voilà. Donc... Oui, merci. Et donc, lors de la délibération du 5 juillet 2020, vous avez exprimé qu'on trouvait cette délibération extrêmement large, vous accordant un nombre de pouvoirs assez important, vous permettant de décider sans passer par le conseil municipal et finalement privant le conseil municipal de ses fonctions. Alors, j'entends là qu'on se conforme au Code général des collectivités territoriales, mais on aurait pu les laisser, puisque la loi n'empêche pas de maintenir cette limite. Alors, je vous l'accorde 5%, c'est un peu court, mais on aurait pu maintenir une limite, ce qui aurait permis quand même au conseil municipal de jouer son rôle et d'avoir à connaître des avenants, parce que selon les montants des marchés, 5%, ça peut paraître peu, mais sur un gros marché, ça commence à faire une somme. Il aurait été bon que le conseil municipal ait pu en avoir connaissance autrement que par juste un porté à connaissance des décisions municipales. Donc certes, on se conforme au CGCT, mais on aurait pu maintenir une limite. Alors peut-être pas à 5, peut-être un petit peu supérieur. Du coup, c'est pour cette raison que nous voterons contre. Je comprends votre position, mais je suis persuadé que dans vos fonctions, il vous est arrivé d'imaginer des montants supérieurs à 5%, en effet. Voilà, donc nous pouvons passer au vote. Qui est favorable? Qui vote contre? Je vous remercie. Le point 15 porte sur la garantie d'emprunt accordée à la société immobilière 3F, et c'est M. Drich qui la rapporte. La société immobilière 3F a sollicité la garantie de la ville de Chennevières concernant un contrat de prêt destiné à financer la réhabilitation de 270 logements situés du 1 à 9 rue Clément Adair. Le coût de réalisation des travaux s'élève à 9 89 679. Il sera financé à hauteur de 1 362 000 par des fonds propres, de 6 761 € par des subventions et de 7 720 000 € par le recours à l'emprunt de la Caisse des dépôts, comme indiqué sur votre feuille. En contrepartie de cette garantie d'emprunt, Immobilière 3F renouvelle les droits à réservation sur 54 logements, soit 20% de notre parc alloué. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver la demande de la société Immobilière 3F. Observation, je vous propose de passer au vote. Vous savez que la ville dispose d'un contingent de logements qui se libère pas souvent, mais parfois ça peut arriver que nous sommes très largement sollicités. Qui est favorable? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 16 porte sur l'attribution d'une subvention au profit du CCAS au titre de l'année 2021. Les auditeurs, qui je suis sûr... Je salue les auditeurs qui, je suis sûr, sont nombreux à vouloir suivre ce conseil municipal en direct. Et je prie de m'excuser des aléas du direct, comme on disait du temps de l'ORTF.
Voilà. Alors, pour l'année 2021, comme dit deux fois précédemment, il est proposé de verser au CCAS une subvention d'un montant total de 585 000 euros, décomposée de la manière suivante. 350 000 au titre de la subvention de fonctionnement pour permettre au CCAS d'assurer ses missions en matière d'action sociale, d'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles en difficulté. 235 000 correspondant au montant nécessaire au CCAS pour couvrir ses frais de personnel. Cette subvention est suffisante pour assurer l'équilibre du budget du CCAS. Les crédits afférents à cette subvention ont été prévus au compte 65 73 62 du BP 2021. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention d'un montant de 585 000 euros au profit du CCAS. Madame Borduis avait une question. Oui, ce n'est pas tellement une question, c'est plutôt une explication de vote. Évidemment, on n'est pas contre le versement d'une subvention au CCAS qui est absolument nécessaire à son fonctionnement, mais en cohérence, comme nous avions voté contre le budget, nous nous abstiendrons. Bien. Et c'est effectivement exactement le montant de la subvention tel qu'elle avait été présentée au CCAS. Donc, je vous propose que nous passions au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Alors, est-ce que le point 15 a bien été enregistré? J'ai un doute. Oui? Il a été enregistré? Bon. Non, mais est-ce qu'on est certain que les gens l'ont entendu à l'extérieur, qu'on évite d'avoir une nouvelle délibération, si possible? Bon. Alors, donc, nous allons passer au point 17. Il s'agit donc du compte de gestion. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre sur le compte de gestion, qu'il n'y a aucune réserve de la part du trésorier, qu'il correspond donc au compte administratif. Oui. J'ai une petite remarque d'un spectateur qui me dit qu'on revoit la salle, mais pas nous. Donc la caméra... L'essentiel, c'est quand même le son dans ces affaires, je crois. Non, mais des fois qu'on soit... Bon. Donc, j'ai fait état du fait que concernant le point numéro 17, donc il n'y a pas de réserve de la part du trésorier, le compte administratif est conforme au compte de gestion. Donc il est demandé au Conseil d'approuver le document précité qui, en concordance avec le compte administratif, n'appelle aucune observation ni réserve. Donc, qui est favorable? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Concernant le point numéro 18, le compte administratif, je voudrais d'abord remercier Madame Georgel pour sa présence, puisque avant l'arrivée de la future directrice des finances, elle a bien voulu continuer, selon des modalités qui avaient déjà été mises en œuvre lorsqu'il y a des transitions, faire ce travail dont j'observe une fois de plus qu'il est fait tôt dans l'année, puisque le compte administratif peut être voté jusqu'au 30 juin. Donc, félicitations. C'est la dernière fois que je peux le faire, donc j'en profite. Donc, merci. D'autant que vous avez un autre travail maintenant. Alors, c'est une année très particulière qui s'achève, puisque le vote du budget a eu lieu en juillet, ce qui évidemment est tout à fait exceptionnel. Donc le compte administratif se rapproche plus qu'en temps normal du budget. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail, mais je vais insister sur quelques points. Ensuite, s'il y a des questions d'ordre technique, Madame Georgel pourra répondre à ces questions. Encore une fois, ces documents budgétaires s'inscrivent dans une certaine logique entre eux. Donc, vous constatez donc un excédent dans la section de fonctionnement de 2 245 000 euros, un solde d'exécution de la section d'investissement de 3 317 000 euros, je ne compte pas les au-delà. Ensuite, concernant les restes à réaliser, je rappelle pour les nouveaux élus que les restes à réaliser, c'est des opérations qui ont été engagées mais qui ne sont pas terminées, et que dès lors qu'on est dans la comptabilité publique, on doit tenir compte de ces restes à réaliser. Donc, il représente 2 330 180 euros en recettes et 6 761 000 en dépenses, ce qui fait un solde négatif
de reste à réaliser de 4 431 000. Comme il y a un solde d'exécution de la section d'investissement de 3 317 829 €, il reste un besoin de financement de la section d'investissement de 1 113 000 €. Et donc, comme la section de fonctionnement a un excédent, une partie de cet excédent va servir à combler le besoin de financement de la section d'investissement. Nous laissons le reste, suivant en cela les conseils de Madame Borduy, entièrement au fonctionnement. Je pense qu'elle ne nous posera pas de questions cette année, enfin je l'espère, mais puisque nous allons dans le sens qui, après tout, peut se défendre, puisqu'on peut toujours passer du fonctionnement à l'investissement, alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc, je ne reviens pas sur tous les détails qui vous sont donnés dans ce document, parce que il est très complet, hein, il est très explicite. Il y a quand même quelques points sur lesquels je voudrais insister. Je voudrais insister notamment sur la question des impôts, puisque j'ai observé que dans un style qui est très particulier, un peu violent, dans certains sites, sur certaines adresses Facebook, on explique que les impôts sont extrêmement élevés à Chennevières. Alors, nous avions présenté la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, elle est moins élevée que dans la moyenne si on tient compte du nombre d'habitants. Alors, bien entendu, si on ne tient pas compte du nombre d'habitants, et c'est quand même bizarre de considérer Créteil au même niveau que Mandres-les-Roses, eh bien, on obtient les chiffres qui sont communiqués dans cette fameuse adresse Facebook. Mais à vrai dire, le débat sur la taxe d'habitation est quand même largement derrière nous, puisque pour une partie de la population, elle ne paie plus la taxe d'habitation, que pour une autre partie, elle en paiera un tiers de moins cette année, 2 tiers l'année prochaine et les 3 tiers l'année suivante, la totalité. Donc ce qui est intéressant, c'est de comparer pour le territoire le niveau de l'impôt foncier bâti. Et nous sommes presque en bas des communes du territoire, puisque le taux de Bonneuil est à 28,35, le taux de Créteil à 27,54, le taux de Villecreine à 24,8, le taux d'Alfortville à 23,82, le taux de la Queue-en-Brie à 23,49, le taux de Limeil-Brévannes à 22,89, celui de Marolles-en-Brie à 21,8, celui de Sucy-en-Brie à 21,33, celui de Boissy-Saint-Léger à 20,89, celui de Mandres-les-Roses à 20,63, celui de Noiseau à 20,46, celui du Plessis-Trévise à 20,22. En ce qui concerne Chennevières, nous sommes à 19,95. Les 3 communes où le taux est plus faible sont Ormesson, qui est à 19,84, donc très voisin d'une autre, Périgny à 17,5 et Saint-Denis à 7,17, ces 2 communes étant 2 communes du plateau briard, une situation particulière. Donc, l'effort fiscal demandé aux Canavérois est mesuré, et il est malgré une situation extrêmement difficile sur le plan à la fois du niveau des équipements et des retards pris pour les investissements, et il l'est aussi du fait du contexte. Il vous est rappelé dans ce document la baisse considérable pour Chennevières, mais pour d'autres aussi, mais Chennevières partait déjà d'un niveau relativement faible de DGF pour des raisons historiques. Nous sommes passés de 2 404 000 € à 878 000 € de dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire une baisse de 63,50. Je vous fais observer d'ailleurs qu'elle continue, puisque en 2019, on était à 964 000 €. Là, nous sommes à 878 000 €. Donc chaque année, même si les baisses les plus spectaculaires ont eu lieu après 2014, ça continue. Donc c'est quand même important de le mesurer et de mesurer que dans ce contexte-là, nous avons maîtrisé l'impôt, et en particulier l'impôt réellement payé dans les prochaines années. Concernant les compensations fiscales, il s'agit des personnes qui ne payent pas la taxe d'habitation, pour lesquelles il y a une compensation. Alors cette compensation va perdre son sens à mesure que personne ne paiera la taxe d'habitation, puisqu'il y aura une compensation globale. Espérons que la compensation ne sera pas à son tour érodée. On ne peut jamais être sûr de rien. Donc voilà les points sur lesquels je voulais insister. Je voudrais également... quelques aspects méritent qu'on s'y attarde un peu. Les charges à caractère général,
Alors, elles ne sont réalisées qu'à hauteur de 87,2%. Ça contredit un peu ce que je disais tout à l'heure sur la question du rapport entre le budget et le compte administratif. Pourquoi sont-elles à 87,2%? Tout simplement parce qu'un certain nombre d'actions n'ont pas pu être menées à bien. Alors on pourrait dire que ça fait des économies. Mais la réalité constatée par de nombreuses collectivités, qui du coup d'ailleurs sont amenées pour certaines d'entre elles à augmenter les impôts, la réalité constatée, c'est qu'un certain nombre de dépenses avaient été engagées, notamment sur la restauration, même si c'était à des niveaux minimums, sur lesquels il a quand même fallu se payer des montants qui... Bon, c'est vrai d'un certain nombre d'engagements. On a limité, bien entendu, au maximum, mais on ne pouvait pas aller contre des contrats qui avaient été négociés préalablement. Voilà donc ce qu'on peut dire de ce compte administratif. Alors, bien entendu, j'insiste quand même sur les dépenses d'investissement. Et sur les pages 14 et 15, vous verrez les efforts considérables qui sont entrepris en matière à la fois d'éclairage, d'enfouissement de réseaux, de marché à performance énergétique, d'équipement, avec certains postes qui sont évidemment plus importants que d'autres, comme l'école Germaine-Tillon, mais pas seulement. Je ne veux pas vous en faire toute la liste, mais vous le voyez, la ville investit 3 fois plus que la ville des moyennes de la strate, que les villes de la strate, et donc ça se retrouve bien entendu dans ce compte administratif. Voilà ce que je voulais en dire. Je vous remercie. Madame Borduis. Oui, je vous remercie. Alors, j'ai déjà une première question relative à l'emprunt. Qu'on voit apparaître alors, dans le compte de gestion au titre de la décision modificative numéro 2, on le voit apparaître aussi dans le compte administratif, mais après, je voudrais savoir comment il est traité là dans le compte administratif. Vous savez qu'au moment de la renégociation des prêts et de la souscription de prêts nouveaux, les banques avaient souhaité, ce qui avait surpris d'ailleurs notre conseiller financier, que le prêt soit inscrit dès le budget 2020, en décembre, ce qui explique que cet emprunt est présenté sans pour autant être mobilisé. Ce qui est une situation, j'en conviens, singulière, mais ce n'est pas nous qui l'avons souhaité, ce sont les banques. Non, parce qu'effectivement, il apparaît bien, et puis on a une autre ligne qui correspond à des crédits annulés, quoi. Donc du coup, je ne comprenais pas. Je voulais savoir aussi pourquoi il y a encore 900 000 € de reste à réaliser sur le centre municipal La Colline. C'est lié, d'après moi, mais je vais passer la parole à Madame Vasram, c'est lié à un certain nombre de difficultés avec l'entreprise pour lesquelles les marchés n'ont pas toujours été faits. Ce n'est pas un marché qui a été fait avec une grande simplicité. Hein, donc peut-être Madame Vasram. En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première, c'est que les entreprises n'ont pas forcément facturé toutes, évidemment, en temps et en heure. Et la seconde, Monsieur le maire l'a dit, c'est qu'on a rencontré des problèmes avec quelques entreprises sur le chantier qui, du coup, ont retardé, évidemment, les paiements. Il pouvait y avoir jusqu'au contentieux, mais on était dans une situation, à un moment donné, où nous étions proches du contentieux. Juste pour mémoire, on est sur un montant de travaux. Enfin, les 900 000, c'est et de la maîtrise d'œuvre et des travaux. Oui. Et juste pour mémoire, on était sur un montant de travaux à hauteur de combien? C'est juste pour voir par rapport au reste à réaliser. Alors, je vous le dis de mémoire, vraiment. Je crois qu'on devait être à 1 million, entre 1 million en TTC, ça doit être 1,4 million. Effectivement, moi, je suis en hors taxe. Après, il y a eu effectivement quelques subventions, TS. je rappelle, du conseil départemental à hauteur de 450 000 € de mémoire. Oui, de la CAF. Et de la CAF également. Ok, merci. Après, alors, juste pour rebondir sur... vous évoquiez les charges à caractère général et le fait qu'il ait fallu honorer quand même un certain nombre de contrats puisqu'il y a des engagements. Et c'est bien normal, mais on voit qu'il y a une augmentation des produits et des services. Donc finalement, ça s'est compensé. C'est un chiffre un peu, si vous voulez, qui peut être faussé par le fait que le budget est voté en juillet.
Il y a une augmentation par rapport au schéma pessimiste qui était celui que nous prévoyions en juillet, ou au schéma prudent de Mme Georgel. Mme Georgel est très prudente, donc elle peut vous éclairer sur sa prudence. Oui, effectivement, au mois de juillet, quand on a voté le budget, on n'avait pas encore vraiment de retour sur quelles allaient être les recettes des produits et services pour la partie confinement, et malgré tout, quelle allait être la réalité des recettes pour la partie de juillet à décembre. Donc c'est vrai que en me basant sur le compte administratif de l'année 2019, j'avais forcément été un petit peu pessimiste dans la prévision des recettes. Donc c'est pour ça que quand on avait voté le budget, on avait expliqué que les recettes avaient été quand même bien minorées. Mais au final, bon, là, il y a eu une plus grande fréquentation que ce qu'on avait pu espérer, d'où l'augmentation des recettes. Mais ce n'est pas une augmentation par rapport, on va dire, aux autres années, mais c'est vraiment juste une augmentation par rapport aux prévisions qui étaient assez... voilà, en deçà de la réalité au final. Merci. Et enfin, j'ai une dernière question, alors qui est pas, on n'est pas sur un montant très conséquent au regard du budget de la ville, mais je voulais comprendre pourquoi, ou alors je l'ai mal lu, on a en sous, alors là c'est peut-être Madame Georgel qui me répondra, en sous-fonction fêtes et cérémonies, 147 000 euros et quelques d'entretien et de réparation de voiries. Je voulais savoir à quoi ça correspondait pour être affecté aux fêtes et cérémonies. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas une somme conséquente. C'est à quel endroit que c'est, excusez-moi? Sur le compte administratif, alors peut-être pas, je vous le dis de mémoire, 37 ou 38. Ah oui, c'est-à-dire, je les ai pas. C'est en fonction c'est avec les fonctions que vous me dites ça. La partie fête et cérémonie qui est sur la voirie, c'est pour toute la partie événementielle et qui est liée aux illuminations, qui passe en entretien de voirie. Il y en a certainement d'autres, mais là, je vous fais ça de mémoire. C'est lié à cela. Mais il n'y a pas 147 000 de dépenses en illumination. Non, c'est que là, comme je dis, j'ai pas sous les yeux le détail. Non, donc je sais que ça en fait partie. D'accord. Mais ensuite, voilà, j'ai pas tout le sous-détail. Oui, élire le président, désigner le président. Donc, je propose M. Drich. Qui est favorable? Qui s'abstient? Très bien. Donc, je quitte la salle pour que vous puissiez voter en toute liberté. Bien, en espérant qu'il n'y ait pas une coupure de micro provoquée par mes cordes vocales, je vous propose que nous passions au vote. Qui approuve? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je remercie le président, premier adjoint et en charge des finances d'avoir pu présider la séance. Alors, ensuite, il s'agit donc du point numéro 19. Il s'agit de l'affectation du résultat de l'année 2020. Donc, j'en ai déjà parlé, je ne veux pas insister. Donc, nous assurons le besoin de financement de la section d'investissement à la hauteur que j'ai présentée tout à l'heure. Et pour le reste, l'excédent de la section de fonctionnement demeure dans la section de fonctionnement. Madame Borduy. Oui, merci. Alors, effectivement, je suis ravie de voir qu'il y a 1 million qui sont laissés à la section de fonctionnement. Vous aviez raison de le souligner.
Alors moi, j'ai une question sur l'absence de délibération derrière de budget supplémentaire. Parce que là, vous nous demandez d'affecter et en investissement et en fonctionnement des sommes, mais qui sont des recettes du coup pour ces sections, et on n'a pas derrière la délibération de budget supplémentaire. Donc je voulais savoir pourquoi. Parfaitement raison de poser cette question. Simplement, nous n'avons pas encore eu le temps, pour les raisons que vous pouvez imaginer, du fait de l'absence de directrice des finances, de pouvoir présenter le budget supplémentaire qui sera présenté lors du prochain Conseil. Voilà. Donc, pour l'affectation du résultat, peut-être que nous pouvons passer au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Il reste donc les décisions municipales. Si elles n'appellent pas de questions, Madame Bordu a une question. Oui, j'ai une question. Alors, attendez, je retrouve juste le numéro de la décision. En fait, j'ai une question sur... j'ai deux questions qui concernent deux décisions municipales. Je suis étonnée de voir une décision, alors je ne vais pas citer le nom, qui évoque une entreprise pour laquelle on a, sur un conseil précédent, admis en non-valeur une dette de cette même entreprise parce qu'elle avait cessé son activité et qu'elle n'existait plus. Et là, on la retrouve en décision. Donc voilà, je m'étonnais de ça. Je ne retrouve pas le numéro de la décision, mais je crois que Mme Wasseram sait de quoi je parle. 2021-026. Et enfin, j'avais une question, comme ça je vous pose les deux, sur la première décision, la 2021-003, qui est une convention d'honoraires avec Hearst Avocat. Je voudrais savoir à quoi correspond cette convention, parce que l'objet dans la convention qui est annexée est un peu nébuleux ou large. Large, nébuleux déjà. Alors peut-être je vais... Non, mais ça n'a rien de nébuleux. Il s'agit de nous accompagner concernant le secteur d'entrée de Ville-Nord. Comme vous savez, aujourd'hui, il s'agit d'une compétence du territoire, puisque c'est une compétence aménagement. Doit-on pour autant laisser le territoire, avec lequel on entretient certes les meilleures relations, totalement maître du jeu sans avoir de conseil juridique? Je ne le crois pas. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité ce cabinet. Je vais peut-être laisser Madame Wasseram répondre, mais je peux dire quelque chose au sujet des délibérations dont vous faites référence, en référence à une ancienne délibération, sans entrer dans le détail des noms. Comme ça, on reste dans cette... Comment dites-vous je reprends votre expression, mais je l'ai oublié, je suis désolé. Donc, en réalité, dans ce secteur de la ville, comme vous le savez, nous avons aménagé un local poubelle, de manière à éviter qu'il y ait que des commerçants laissent des poubelles dans la rue. Donc nous avons limité l'usage de ce local aux commerçants. Et nous ne pouvions pas, au nom d'une délibération précédente, exposer la rue à ce qu'il y ait des problèmes d'ordures ménagères du fait d'une décision qu'on aurait prise. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que tout est réglé, puisqu'il y a également un immeuble à proximité qui n'a pas de local poubelle et qui, lui, du coup, jetait souvent, ses habitants jetaient souvent un peu de façon anarchique dans le local poubelle quand il était accessible, mais maintenant on a d'autres problèmes. Donc on discute avec cette copropriété pour qu'il y ait un aménagement de local poubelle. Mais en réalité, cette question porte sur ces fameux locaux poubelles. Est-ce que vous avez un non, mais j'ai pas de difficulté voilà. avec la mise à disposition d'un local poubelle pour les commerçants, hein, pas du tout. Oui, mais comment, si vous aviez été dans ma position, est-ce que vous auriez interdit à cette entreprise de bénéficier du local poubelle? Voilà. Non, mais ça veut dire qu'elle existe, donc on peut revenir sur l'admission en non-valeur. C'était juste ça. La question est posée, mais elle est certainement venue avec une nouvelle raison sociale. Mais... Si vous voulez, l'enseigne est la même, mais juridiquement, ce n'est pas la même entreprise. C'est pour ça que le trésorier ne peut pas lancer de poursuite. Oui, hein, je suis le premier à le déplorer, mais qu'est-ce que malheureusement...
Alors, ensuite, il y a des questions. Je vais peut-être juste en profiter pour répondre à Madame Borduy. Donc, Madame Georges l'a regardé, du coup, pour votre question. Donc, en fait, c'est la pose et la dépose des éliminations 2019 et 2020. Donc, il y a la dépose dedans. Très bien, je vous remercie. Voilà, donc maintenant, c'est éclairci. Alors, les questions orales. Donc, je vais répondre aux deux questions orales. Par un jugement du 3 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a, sur saisine du préfet du Val-de-Marne, annulé l'élection des adjoints au maire du 5 juillet 2020 en raison du non-respect de la loi du 27 décembre 2019 qui prévoit que la liste des adjoints doit respecter le principe de la parité et qu'il doit y avoir une alternance stricte entre candidats de chaque sexe. Le 5 juillet 2020, vous avez présenté une liste d'adjoints ne respectant pas ce principe, les deux derniers adjoints étant des femmes. Plutôt que de convoquer un conseil municipal en vue de régulariser cette situation et de faire procéder à une nouvelle élection des adjoints, nous apprenons que vous avez choisi de faire appel de la décision du tribunal administratif auprès du Conseil d'État. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous engagez à nouveau des frais sur des impôts des Canavérois dans une procédure où il semble peu probable que le Conseil d'État vous donne raison, s'agissant ici d'appliquer strictement la loi, si ce n'est dans le seul but et unique de gagner du temps en cette période électorale? Bon. Alors, vous répondre que la loi de 2019, effectivement, si on l'interprète de manière très stricte, c'est une loi dite Chabada, qui consiste à mettre premier adjoint homme ou premier adjoint femme, deuxième adjoint homme, enfin bref, en alternance. Certaines collectivités se sont trouvées dans la situation de ne pas correspondre à cela parce que le maire et le premier adjoint étant un homme, l'effet de la nouvelle loi était exactement inverse au but de la parité, puisque dans notre cas, 5 hommes, 5 femmes, et avec l'application de ce dispositif, on passerait donc à 6 hommes, 4 femmes. Vous nous dites qu'il est peu probable que le Conseil d'État nous donne raison. Nous estimons que nous défendons un principe qui est celui de la parité réelle, pas la parité d'apparat. Et par conséquent, comme d'autres collectivités, nous souhaitons aller plus loin. Alors vous faites le lien, je vous en laisse la responsabilité avec la période électorale. Bon. Ensuite, concernant les élections départementales des 23 et 30 juin pour le canton de Champigny-II, vous briguez donc un nouveau mandat. Lors de la dernière campagne municipale, vous avez annoncé avec insistance et à plusieurs reprises que vous seriez un maire présent à 100% pour votre commune. Vous affirmiez par ailleurs que vos opposants seraient incapables de tenir une telle promesse. Pourriez-vous donc nous expliquer comment vous souhaitez vous organiser pour satisfaire à la fois votre mandat de maire, vos obligations professionnelles, votre mandat de vice-président à la métropole, votre mandat de vice-président au territoire et votre éventuel nouveau mandat au département? Alors, je n'ai pas pris cet engagement. Je dois vous dire que je n'ai jamais pris ce type d'engagement pour plusieurs raisons. Alors, vous me prêtez des engagements que je n'ai pas pris. D'ailleurs, je ne vois pas du tout où vous avez pu imaginer cela. Et qui a pu l'imaginer? J'ai toujours défendu exactement l'inverse. J'ai toujours défendu qu'il était souhaitable que le personnel politique, entre guillemets, ne soit pas strictement du personnel politique, mais qu'il soit en relation avec la société civile. D'ailleurs, assez souvent, j'observe que les gens qui souhaitent donner une part importante à la société civile, ensuite, lorsque la société civile, entre guillemets, accède aux affaires, on souhaite qu'elle ne soit plus la société civile. Ça, c'est pour les obligations professionnelles. Ensuite, concernant les mandats, les différents mandats que j'occupe, j'observe qu'ils ont permis de bénéficier de subventions et qu'il est utile qu'un maire puisse être candidat dans différentes instances parce que c'est aussi une manière de développer des contacts. Je ne sais pas ce que veut dire un maire à 100%. Est-ce que c'est un maire coupé du monde qui traite ses dossiers dans son bureau sans aucun contact avec des instances extérieures? C'est le contraire de ce qui est souhaitable. Je n'ai jamais pris ce type d'engagement. Je suis d'ailleurs étonné, je le dis sans agressivité, mais je suis étonné pour deux motifs. Je ne sais pas si c'est Mme Diringer qui a posé cette question, mais si c'est le cas, pourquoi alors prétendait-elle être à la fois conseiller régional, premier adjoint,
et pourquoi pas maire. Donc, elle aurait dû s'appliquer cette règle. Donc, j'en suis étonné. Premier point. Second point, j'observe que dans la plupart des villes, on fait appel au maire pour faire gagner son camp. C'est très courant. Quand on dispose de maires, parmi les candidats, c'est le cas dans presque toutes les villes, et ça n'inquiète personne. On demande même aux maires de se présenter, parce que généralement, et dans le cas particulier de ce département du Val-de-Marne, on souhaite qu'il y ait une alternance, et c'est la raison pour laquelle on fait appel aux maires. Voilà, et c'est aussi ce qui motive ce désir d'alternance, ma candidature au département. Voilà ce que je voulais vous dire en réponse à vos questions. Et je vous remercie. Je remercie aussi le personnel municipal. Je salue le public, que j'espère nous n'avons pas lassé, et qui, j'espère, a entendu, peut-être a vu nos débats. Et donc, je souhaite à tous une bonne soirée.